Bonjour, donc aujourd'hui on va avoir une double séance, c'est-à-dire je vais finir le cours de la dernière, enfin la thématique de la dernière fois et entamer une nouvelle thématique sur plus les questions d'emploi et d'activités autres et les nouvelles formes aussi d'entrepreneuriat en milieu rural. Alors, on s'était arrêté la dernière fois aux questions, on était sur la culture et ses enjeux dans les territoires ruraux. On avait évoqué les différents types, les lieux, les temporalités, mais aussi la multiplicité des acteurs, l'importance des acteurs privés pour la mise en œuvre de la culture en milieu rural, mais aussi, et c'est une caractéristique très très forte des territoires ruraux en matière de culture, l'importance des associations d'éducation populaire qui pour certaines sont, qui pour la plupart sont implantées de façon depuis très longtemps en milieu rural. Et il me semble que je l'avais dit la dernière fois, notamment les associations d'éducation populaire donc qui ont émergé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui aujourd'hui sont redécouvertes et redeviennent des supports ou des acteurs, avec lesquels on a des partenariats où les politiques publiques ont des partenariats importantes. Et puis j'avais mentionné aussi ce qu'on appelle les associations familiales comme Famille Rurale, qui à la fois c'est une association qui porte des services en direction des habitants du rural, mais contribue aussi à la diffusion de pratiques artistiques, voire accompagne soit des personnes âgées, soit des jeunes, soit même tout habitant du rural, pour aller voir des spectacles, par exemple, donc pas seulement pratique amateur. Mais ce que je voulais voir avec vous, c'est aussi l'importance des pratiques amateurs. Et il me semble qu'on avait évoqué des associations, par exemple, de pratiques théâtrales qui comptent parfois 300 adhérents et qui peuvent être importantes. L'importance des associations patrimoniales aussi, qui interviennent à différentes échelles. Et puis, je voulais insister sur le rôle des radios locales, qui sont souvent portées par des associations, et qui permettent de à la fois diffuser la culture, mais qui sont aussi des acteurs importants de relais du développement local dans les territoires. Ici, c'est Radio Bourg-en-Bresse, donc c'est une ville moyenne, mais qui était là sur un événement culturel, à Ambronay, et qui se fait le relais ici de jeunes pratiquant la culture installés en milieu rural et qui les interrogent sur leurs besoins, en matière aussi pourquoi ils se sont installés ou sont restés à la campagne pour créer leur entreprise culturelle, ou quels sont aussi leurs besoins en termes de salaire, etc. Parce qu'en fait, parmi les acteurs importants de la culture en milieu rural, il y a les artistes. Et ce que l'on voit depuis ces dernières années, c'est que les ruralités sont attractives pour les artistes. Alors, artistes au sens large, on a artistes et artisans d'art, et parfois pour les artisans d'art, la frontière avec les artistes est assez ténue, alors qu'ils ne relèvent pas du même régime. Voilà. Artistes et artisans d'art qui s'installent en milieu rural avec des motivations diverses. On l'a vu,
Je sais plus si on l'avait vu ou pas, cette partie-là. Non, peut-être pas. Donc, des motivations diverses. Les artistes, comme tout à chacun, peuvent être attirés par l'espace rural pour y vivre, hein, avec de l'immobilier moins cher et une attractivité du rural pour les modes de vie, et qui peuvent venir vivre dans le milieu rural, mais sans forcément y créer et diffuser, mais aussi beaucoup qui viennent en milieu rural pour créer. Donc parce que justement l'immobilier est moins cher et certaines activités artistiques nécessitent beaucoup d'espace. Je pense par exemple aux personnes qui pratiquent la sculpture, ou parfois des troupes de théâtre pour créer. Donc l'espace rural permet de répondre aux problèmes, on va dire, de foncier et de coût du foncier dans les territoires urbains. Mais les artistes viennent aussi pour diffuser en milieu rural. Certains continuent à habiter ou à avoir leur siège en ville, mais viennent diffuser leur création, hein, en milieu rural. Donc, on a différentes stratégies, et ces installations, elles peuvent être individuelles, mais elles peuvent être aussi collectives. Donc, par exemple, des troupes de théâtre ou des compagnies qui vont s'installer en milieu rural pour pouvoir avoir un lieu de création, par exemple, et en ayant un lieu de création, de toute façon, ces artistes, quels qu'ils soient, qu'ils viennent pour vivre ou pour créer, vont diffuser en milieu rural, même si, encore une fois, ils ne diffusent pas exclusivement en milieu rural. Et on va avoir, par exemple, des compagnies ou des acteurs culturels qui vont s'installer en milieu rural et continuer à diffuser à l'échelle internationale. Je pense par exemple à des compagnies de marionnettes qu'on peut trouver dans la vallée du Rhône, ou à Transrural Express qui s'est installé à Eure, tout près de Crest, et qui est une troupe qui a une renommée tout à fait mondiale. Et puis, en fait, aussi des acteurs qui gravitent autour de la culture, qui vont s'installer en milieu rural pour faire une offre de service à d'autres acteurs culturels. Donc, par exemple, proposer des lieux de création pour créer, pour répéter à des compagnies de théâtre, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ou alors, dans d'autres territoires, des personnes qui vont s'installer et proposer de faire la promotion d'acteurs culturels, ou de créer des sites internet pour des acteurs culturels. Donc on a aussi toute une forme de diversification et d'offre de services aux acteurs culturels en milieu rural. Donc, ces installations peuvent aussi être motivées par d'autres, par l'idée de pouvoir innover et d'être peut-être plus libre, entre guillemets, en milieu rural que en diffusant ou en créant que dans des grands sites comme un opéra ou un grand théâtre, où on a en général aussi, où on est peut-être plus normé en termes de discipline artistique. Et en milieu rural, on peut passer ces normes, on peut mêler aussi les genres. Donc c'est l'idée de pouvoir innover en allant dans des lieux aussi qui ne sont pas des lieux avec des catégories bien précises. Innover, c'est aussi, par exemple, créer en extérieur, faire des œuvres éphémères, etc. Donc, des motivations diverses, des intégrations qui sont différentes suivant les territoires ruraux, bien entendu, et qui sont différentes aussi suivant les disciplines.
il est clair que les arts vivants, par exemple, en intégration, peut-être c'est plus facile que d'autres disciplines comme la sculpture ou, par exemple, la peinture pour diffuser en milieu rural. Elles sont aussi, bien entendu, ces intégrations différentes en fonction aussi du revenu qu'on peut dégager. Et on sait bien que suivant les disciplines artistiques, les aides au revenu ne sont pas totalement les mêmes. Et puis, on a aussi donc des installations qui peuvent être permanentes ou non permanentes avec la diffusion depuis quelques années de résidences d'artistes qui se multiplient en milieu rural dans des lieux tout à fait différents avec des procédures différentes qui peuvent être des résidences d'artistes portées par des collectifs comme des espaces, des associations qui sont pour certaines labellisées espaces de vie sociale. Ça peut être dans des médiathèques, par exemple, avec des aides du ministère de la Culture pour l'installation de résidences d'artistes pour créer des œuvres littéraires. Ça peut être aussi des collectivités territoriales, des départements. J'en avais vu par exemple en Flandre, qui dans le département du Nord, qui vont subventionner des résidences d'artistes en milieu rural pour aider à la création, mais aussi à la diffusion. À partir du moment où on a une résidence d'artistes, il y a une volonté aussi de diffuser au moins ce qui a été créé et d'intégrer, de faire de la diffusion aussi culturelle et de mêler habitants et résidents. Alors, ces acteurs, on a aussi donc des artisans d'art, je le disais, et des politiques publiques aussi qui visent à favoriser l'installation d'artisans d'art, notamment on va le retrouver dans des bourgs sauvegardés, donc des collectivités territoriales qui vont installer des ateliers et essayer d'attirer des artisans d'art pour faire vivre aussi ces villages ou ces bourgs patrimoniaux et qu'on n'ait pas que des résidents ou que des résidents secondaires. Et ça, c'est quelque chose qui est important avec des labels aussi, villages de caractère, etc. Mais en tout cas, les artistes et artisans d'art sont aussi des facteurs d'animation de bourgs ou de villages donc patrimoniaux en particulier importants et qui essaient de mobiliser aussi les collectivités territoriales. Et puis on a des très petites entreprises donc à vocation culturelle. On a beaucoup d'installations, enfin des installations, des types de TPE qui ont souvent un volet d'activités culturelles parmi d'autres activités. Et puis des entreprises plus importantes qui peuvent s'installer en milieu rural. Et on a un exemple d'une entreprise qui s'appelle Okra qui est installée dans le sud de la France, autour des Ocres, dans la région d'Apt, c'était un couple qui cherchait à installer une entreprise plutôt à vocation culturelle ou artisanale, ou d'artisanat d'art, en milieu rural, qui cherchait un site pour s'installer. Et qui donc avait testé plusieurs choses et qui s'est installé par exemple, enfin notamment donc autour de cette activité des ocres donc à Apt, et qui aujourd'hui a développé une entreprise de taille moyenne, relativement importante, autour de la valorisation d'ocre, de couleurs naturelles, et puis avec tout autour aussi des activités d'artisanat, d'ouverture au public. Alors je pourrais citer aussi des entreprises qui sont entre valorisation du patrimoine et
et culture, hein, mais qui participent de la culture en milieu rural. Je pense par exemple à l'écomusée du Chapeau qu'on va trouver dans l'ouest lyonnais, où on avait une usine qui fabriquait des chapeaux en feutre à partir de poils de lapin. Et donc ce site qui est un site patrimonial a un écomusée. Aujourd'hui, produit à nouveau des chapeaux avec, en faisant venir un designer, etc. Donc, on a de la création aussi autour de métiers d'art dans ces territoires. Alors, dans les labels qu'on avait aussi un peu évoqués, on peut trouver justement en milieu rural le label métier en voie de disparition enfin je sais plus exactement le nom du label, mais qui valorise ces savoir-faire qu'on va trouver en ville aussi et en milieu rural, des tapissiers par exemple, de ce genre d'activité. Je vous dis ça parce que sur certains territoires, par exemple comme la côte roannaise, on va trouver un mixte entre des artistes, des artisans d'art qui viennent dans un certain nombre de villages qui sont notamment reconnus pour leur qualité architecturale. Je pense à Ambierle, par exemple. Voilà. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est, on est quand même ici en géographie, c'est un peu un regard de géographe, donc est-ce qu'on va vers une territorialisation des activités culturelles? Comment ça peut se combiner avec des politiques territoriales? Je l'ai un petit peu évoqué au fur et à mesure de mes propos. Cette territorialisation, on peut l'interroger à travers la question des financements publics, par exemple de la culture, donc notamment les finances du ministère de la Culture. Donc on sait en France qu'on a une forme d'exception culturelle, c'est-à-dire l'importance de l'État dans le financement de la culture. Et surtout dans les politiques culturelles qui va distinguer la France par exemple de l'Allemagne. C'est ce qu'on appelle aussi l'exception culturelle française. Il reste que ce ministère de la Culture, c'est pas celui qui est le principal financeur de la culture en France, puisque les collectivités territoriales sont les principaux financeurs. Il faut pas oublier non plus que, outre le ministère de la Culture, un autre ministère joue un rôle important dans le financement de la culture en France. Je ne dis pas en milieu rural, c'est une parenthèse, c'est le ministère des Affaires étrangères, puisqu'on est dans le rayonnement de la culture française à l'étranger. Mais en matière de culture et de financement de la culture en milieu rural, vous connaissez les débats qu'il y a en ce moment, depuis 2-3 ans en particulier, sur les inégalités territoriales en termes de financement de la culture. Il me semble qu'on l'avait évoqué aussi rapidement la dernière fois. Donc, avec une volonté de rééquilibrage entre les villes et les campagnes, rééquilibrage qui pose toujours question, puisqu'on est toujours dans l'idée, en matière de culture, de rayonnement national et donc international, avec le poids de Paris, mais aussi rayonnement des métropoles régionales en matière culturelle, et qu'on ne peut pas avoir des grands équipements partout. Donc c'est une vraie tension, des vraies questions. Mais en matière de financement de la culture en milieu rural, il ne faut pas oublier le ministère de l'Agriculture. C'est par exemple au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, j'avais évoqué, je pense avec vous déjà, les foyers ruraux et le rôle de Tanguy Prigent dans la diffusion des foyers ruraux au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et on avait cette idée qui était portée par le ministère de la Culture et de diffusion, de financement de la culture par le ministère de l'Agriculture. Et après, une fois qu'on a eu la création du ministère de la Culture, on a créé
en même temps, en 1958, le ministère de la Jeunesse et des Sports, et une partie des financements qui étaient alloués par le ministère de la Culture sur le financement de postes d'animateurs, et en particulier pour les associations d'éducation populaire, est aussi passé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, on ne peut pas regarder en termes de financement seulement la culture. On a aussi donc le ministère en charge de la jeunesse et des sports, je ne sais pas comment il s'appelle, puis de toute façon il va y avoir un remaniement dans quelques jours, mais aussi donc le ministère de la Culture qui a eu à certaines périodes des politiques d'aide à l'éduc-pop, d'aide aussi à des procédures un peu spécifiques pour le développement culturel en milieu rural dans les années 1980 par exemple. Et puis surtout, le ministère de la Culture, de l'Agriculture porte l'enseignement agricole et donc les lycées agricoles créés suite à la loi Pisani. Et les lycées agricoles ont une fonction aussi culturelle d'une certaine façon en direction des territoires ruraux. Pourquoi ? Eh bien, dans tout lycée agricole, il y a un enseignant qui fait de l'éducation sociale et culturelle dans l'enseignement agricole. Hein, tout enseignant, enfin, il y a des postes spécifiques avec un recrutement spécifique fait par le ministère de l'Agriculture. Et certains lycées agricoles ont parfois une salle pour diffuser. Je pense par exemple à un lycée agricole ou lycée agricole du département de la Loire, donc un lieu de diffusion. Et les lois récentes en direction de l'agriculture et de l'enseignement agricole soulignent le rôle que doivent avoir les lycées d'enseignement agricole. Il y en a au moins un par département dans la diffusion de la culture. Un de ces lycées agricoles est lui-même reconnu comme est labellisé sur lieu de création. Donc c'est un de région du Poitou. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a un peu ce rôle. Et puis une convention qui date depuis les milieux des années 80, une convention entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Agriculture pour une convention culture-agriculture pour favoriser les partenariats entre les deux ministères pour la diffusion ou pour diffuser, faire de la création en culturel en milieu rural. Cette convention, elle a eu ses riches heures, on va dire, dans les années 90-2000. Depuis 2000, il y a un petit peu moins d'argent. Il y avait, par exemple, en Rhône-Alpes, qui était relativement exemplaire, un poste dédié à une personne du ministère, enfin de la DRAF, de l'administration déconcentrée du ministère de l'Agriculture et de la Forêt, qui était dédié aux actions culturelles. Et les ethnologues régionaux, l'ethnologue régional, qui est aussi un poste financé cette fois par le ministère de la Culture, qui établissait un partenariat pour diffuser, créer, promouvoir des actions culturelles et patrimoniales dans les territoires ruraux. Aujourd'hui, il y a un petit peu moins d'argent, mais souvent c'est aussi ces enseignants culturels dans les lycées agricoles qui peuvent qui sont des relais de ces conventions. Voilà. Ensuite, on peut dire que le ministère de la Culture a des conventions avec d'autres ministères comme l'éducation nationale, etc., qu'on retrouve aussi bien en ville, ou hospitalier, ou pour les établissements en charge des personnes âgées, etc., qui peuvent contribuer à apporter aussi des projets culturels.
Enfin, les collectivités territoriales qui sont des financeurs importants de la culture, je vous l'ai dit. Alors, parmi ces collectivités territoriales, ce sont plus les communes qui sont les principaux financeurs de la culture. Qui dit commune dit plutôt ville, puisque vous savez que les villes portent des théâtres, des bibliothèques, des grands établissements culturels. Donc, ça ne nous étonne pas que les villes soient des financeurs importants. Et puis, on le sait, encore une fois, la culture, c'est une façon de rayonner. Et donc, il y a des enjeux importants d'avoir une réputation culturelle, un festival. Que serait Angoulême sans le festival de la BD, par exemple. Donc, des enjeux importants, que ce soit pour les métropoles, les villes moyennes, voire les petites villes. Donc, ça veut dire, collectivité territoriale, que les communes rurales ont peu de moyens financiers, on l'a déjà dit, donc un financement via les communes qui est moindre en milieu rural, puisque on a des collectivités territoriales qui ont moins de budget et moins d'ingénierie. En ville, il y a toujours un directeur de service culturel, un service culturel, un directeur de service culturel, un élu, un adjoint à la culture, ce qui n'est pas forcément le cas d'une commune rurale. Dans les collectivités territoriales, on a aussi les départements qui se sont fortement investis après les lois de décentralisation en particulier, puisque la première phase de décentralisation a donné aux départements la compétence bibliothèque départementale, la compétence des archives, et un certain nombre de départements en ont profité pour créer un service patrimonial et créer par exemple des musées ou racheter des musées. On avait évoqué, il me semble, ensemble la multiplication des musées de société, des petits musées, pas mal ont été aussi repris par des départements. Et puis les régions, mais des régions, et je ne veux pas entrer ici dans les polémiques, qui ont quand même souvent été en partenariat avec les financements du ministère de la Culture et ont donc y interviennent plus sur les espaces urbains, puisqu'ils contribuent au financement aussi des grands équipements ou des grands événements. Ça ne veut pas dire que les régions ne sont pas intervenues en milieu rural, mais donc en proportion, c'est différent. Donc ça veut dire que les financements publics de la culture en direction du milieu rural sont sûrement moindres que ceux qu'on peut trouver en ville, avec toutefois des politiques spécifiques, des réajustements. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que le financement public de la culture en milieu rural passe essentiellement par des financements de développement local. Donc par des procédures de développement local, comme on avait en Rhône-Alpes par exemple les contrats de développement durable Rhône-Alpes, qui avaient des volets culturels et patrimoniaux. On va trouver aussi, par exemple, les financements européens autour des programmes LEADER. Donc, les premiers programmes LEADER avaient un volet rural, un volet culturel et patrimonial, les deux premiers en particulier, très très importants, et ont largement contribué à financer des actions culturelles en milieu rural. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'on a des politiques culturelles qui sont de plus en plus territoriales, avec quand même des interrogations qui sont liées sur les nouvelles formes d'intercommunalité. Quand j'ai évoqué tout à l'heure les finances publiques, le financement public de la culture, j'ai oublié les intercoms qui, notamment les intercommunalités rurales, ont investi des politiques culturelles à leur création, notamment école de musique intercommunale, politique du livre, médiathèque intercommunale. Il y a eu un vrai investissement des Comcom en particulier, mais aussi certaines Comcom qui ont créé des lieux de diffusion aussi de la culture.
avec parfois un chargé de mission culture, qui est quand même relativement rare. On a plutôt des chargés de mission patrimoine, tourisme, culture, ou des chargés de mission jeunesse, petite enfance, culture. Donc c'est rare qu'on en ait bien spécifiquement, mais ça existe. Alors, on peut se poser quand même quelques questions avec suite à la loi NOTRe sur les politiques culturelles des intercommunalités. Ça a posé pas mal de questions sur des réajustements, notamment. Est-ce que la compétence culturelle, elle est optionnelle, intercommunale? Donc, est-ce qu'elle a été prise, pas prise dans les COMCOM? Elle a pu ne pas être prise dans les communautés d'agglo. Ou elle a pu être prise de façon partielle pour gérer, notamment dans les communautés d'agglomération, des équipements, et en particulier les équipements de centralité dans la ville moyenne. De fait, on a aussi eu des questionnements parce que certaines intercommunalités avaient, comme je l'ai dit, eu des politiques très offensives de création de lieux, de diffusion, de portage de festivals, d'embauche de personnel pour faire de l'animation culturelle. Et avec la fusion, parfois, puisqu'on a eu aussi des fusions d'intercommunalités, la nouvelle intercom qui refuse de prendre la compétence culturelle alors qu'elle était prise par d'autres. Voilà. Donc ça pose problème ensuite parce que la commune sur laquelle est ce lieu ne peut pas gérer seule les financements. De même, parfois, on a eu une prise de compétences culturelles et donc un retard d'une certaine façon à combler entre la Comcom qui avait la compétence des actions, etc., et les autres Comcom qui ne l'avaient pas. Donc on a eu, notamment durant le premier mandat, pendant lequel aussi les intercommunalités ont commencé à élaborer leur projet de territoire, la priorité, y compris dans les agglos, communautés d'agglos, elle a été à l'emploi, l'environnement, politique sociale, petite enfance, etc. Et on peut pris à bras-le-corps la politique culturelle. Donc c'est seulement maintenant, avec les deuxièmes mandats, qu'on commence à voir aussi une réflexion et des actions qui commencent à être conduites de façon aussi concertée dans ces intercommunalités. Et puis des questions parce que on avait des labellisations pays d'art et d'histoire portées par le ministère de la Culture, qui avait étendu le label Ville d'art et d'histoire au pays depuis 1995. Et on avait des pays qui regroupaient plusieurs intercommunalités. Mais on savait que c'était plusieurs petites intercoms. Et aujourd'hui, avec les nouvelles intercoms de la loi NOTRe, il s'agit de savoir à la fois, alors plusieurs questions. Si on a une ville et un pays d'art et d'histoire, notamment des villes moyennes, qui étaient avec des périmètres restreints. Par exemple, je pense à Annecy, qui comptait que moins d'une dizaine de communes et qui étaient villes et pays d'art et d'histoire, qui devient aujourd'hui une communauté d'agglos plus large, comme Valence aussi, qui était pays d'art et d'histoire. Est-ce que la nouvelle intercom, le pays d'art et d'histoire, s'étend à la nouvelle intercom ou pas? Donc il faut refaire un projet, il faut remobiliser, donc c'est pas évident. Et dans d'autres cas, on avait des pays d'art et d'histoire très larges sur plusieurs intercoms, et il y a eu des fusions créant une communauté d'agglomération importante, mais laissant de côté, mais ne reprenant pas la totalité de l'ancien pays, et laissant de côté une intercom. Donc aujourd'hui, on a des dessins
en tout cas pendant le premier mandat, aujourd'hui ça commence à se lisser, des interrogations aussi sur ces périmètres. Hein. Mais on est dans des politiques territoriales, là encore. Et certaines intercommunalités, notamment des agglos qui étaient pays d'art et d'histoire, ont vraiment étendu le périmètre sur le nouveau périmètre de l'agglo et construisent leur politique culturelle et patrimoniale autour du pays d'art et d'histoire. Donc voilà, c'est un peu compliqué dans certains cas. Et puis des politiques culturelles qui sont mises en place aussi par le ministère de la Culture, qui développe de plus en plus des politiques territoriales, donc et qui pense ces politiques à l'échelle territoriale, et notamment avec en Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été un peu pionnier, des conventions territoriales à l'éducation aux arts et à la culture, qui visait à réfléchir, à rééquilibrer les financements du ministère de la Culture en direction des territoires ruraux dits prioritaires. Donc la DRAC Rhône-Alpes avait fait un diagnostic à partir de cartes de données, d'ATAR, INSEE, des financements aussi du ministère de la DRAC, du ministère de la Culture, de voir la répartition, et avait mis en place une procédure à l'échelle intercommunale, donc en se plaçant à l'échelle des Comcom, voire essayant de promouvoir une politique à l'échelle de 2 Comcom quand elles étaient trop petites, hein, c'était avant la loi NOTRe, et en finançant un projet sur 3 ans pour faire venir, penser un projet de territoire, un projet culturel de territoire, en encourageant la création d'un chargé de mission culture à l'échelle de l'intercom et en favorisant la venue d'artistes sur le territoire, donc de projets artistiques avec des artistes qui habitaient ou n'habitaient pas le territoire, qui pouvaient venir de la ville, et en facilitant la venue aussi d'acteurs culturels urbains dans les territoires ruraux. Hein, donc un financement sur 3 ans. Et l'idée de la DRAC, c'était aussi de mettre autour de la table les différents financeurs autour de ces pays. L'idée, c'était pas seulement de faire une politique territorialisée en direction des espaces ruraux du ministère de la Culture, enfin des services déconcentrés du ministère de la Culture, mais d'y associer la région, le conseil départemental, les conseils départementaux, la CAF, le ministère de l'Éducation nationale, etc., pour travailler ensemble à l'émergence d'un projet culturel de territoire qui serait financé ou avec des cofinancements. Et il y a des départements qui ont joué absolument le jeu, finançant le poste de chargé de mission dans les Comcom, chargé de mission culture, par exemple. L'adhésion des conseils départementaux a été variable. Cette politique est là largement diffusée, et aujourd'hui au ministère de la Culture, il y a un responsable politique culturelle et qui comporte un volet rural très important. Donc des politiques culturelles de plus en plus pensées à l'échelle des territoires et qui contribuent à diffuser. Il y a une multiplicité de projets qui ont été faits et qui sont intéressants. Je suis déjà très largement... Donc je ne vais pas vous détailler. Territorialisation des activités culturelles, c'est aussi penser la co-construction entre l'urbain et le rural, autour de liens anciens, autour du théâtre ou des arts de la rue, hein. Avec la question toujours des villes et des charges de centralité, le théâtre, la médiathèque, le conservatoire sont dans les villes moyennes ou les petites villes. Et donc, on a ce qu'on appelle les charges de centralité. C'est pour ça que souvent, les compétences qui ont été prises, c'est plutôt des compétences de gestion de ces équipements, plutôt parfois que d'une véritable politique culturelle.
Ces liens, malgré tout, ils sont importants. Je reviens sur les théâtres, où il y a eu des actions importantes autour des mouvements du TNP, dans l'immédiate après-guerre, des arts de la rue qui sont manifestés plutôt aussi en milieu rural. Avec des festivals dans les villes moyennes comme le Festival des Arts de la Rue d'Aurillac. Et donc, ça apporte, en étant en milieu rural, aussi une diffusion. Aurillac, c'est une ville moyenne, mais au milieu d'un territoire quand même assez isolé. L'autre grand festival des Arts de la Rue, c'est à Chalon-sur-Saône. Donc, on voit ce rôle des villes moyennes. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se sont passées aussi autour d'Aubenas pour les Arts de la Rue. Mais aussi, au moment de la décentralisation, avec la création de nouveaux statuts aussi pour les théâtres qui peuvent être co-gérés ou des établissements culturels qui peuvent être co-gérés par plusieurs acteurs, plusieurs collectivités territoriales, etc. Donc avec des financements croisés, par exemple un théâtre qui pouvait être financé essentiellement par une municipalité va être financé aussi par un conseil départemental qui va dire voilà, si je vous finance, il faut que vous diffusiez aussi en dehors du théâtre. Donc ça, et puis aussi le ministère de la Culture qui va labelliser des scènes nationales, des théâtres comme je pense à Valence, qui a été labellisé scène nationale, mais avec l'idée de diffuser scène nationale Ardèche, Drôme, et pas seulement pour Valence. Donc avec cette volonté de faire diffuser, donc c'est ce qu'on appelle les représentations ou les actions hors les murs, de plus en plus favorisées par les grands équipements culturels, en lien aussi avec la demande des financeurs. Je pense à des théâtres comme celui d'Annemasse aussi, par exemple. Voilà. Les nouveaux périmètres, je l'ai déjà évoqué, donc des communautés d'agglomération qui ont une petite ville ou une ville moyenne et qui jouent vraiment le jeu ou non de la diffusion culturelle ou de la complémentarité ville moyenne, territoires ruraux. Et puis des interrogations quand même autour de cette territorialisation des activités culturelles. Je pense qu'on ne peut pas omettre l'idée qu'il y a des disparités entre les territoires ruraux. Des disparités, parce que j'ai voulu vous donner une image positive de la culture en milieu rural. Et en fait, oui, on a des grosses différences d'un territoire rural à l'autre. Il y a des territoires où le dynamisme associatif, des disparités qui sont liées à plusieurs phénomènes. Le dynamisme associatif, qui est différent d'un territoire à l'autre, d'un espace rural à l'autre, où on peut avoir une dynamique associative ancienne. Et comme on sait qu'il y a des cycles aussi dans les associations, parfois qui s'essoufflent à certains moments, dans d'autres où il y a une prise de relais importante. La proximité de la ville avec des effets différenciés, une proximité qui peut favoriser l'installation d'artistes, de lieux de création, par exemple. Je pense aux dynamiques qu'il peut y avoir dans le Pilat, entre Lyon et Saint-Étienne, on n'est pas loin, donc voilà. Ou dans la vallée du Rhône, aussi. Avec, je vous citais Transexpress. Transexpress, c'est pas compliqué de rejoindre le TGV, l'aéroport d'Aix-Marseille, etc. Donc on a des systèmes de proximité. Et puis, dans d'autres cas, la ville qui peut peut-être aussi un peu éteindre ou écraser ce qui peut se faire dans les territoires ruraux environnants. Donc, des effets qui peuvent être relativement différenciés.
Et puis aussi, la qualité perçue des territoires. Il y a des territoires attractifs, il y a des territoires qui peuvent être ruraux, moins attractifs pour les artistes, pour s'installer. Alors, sauf que cette attractivité, elle est à nuancer, puisque les territoires les plus attractifs, je vais dire le Luberon, par exemple, etc., à un moment, le coût de l'immobilier, là aussi, il est important. Et puis, il y a beaucoup d'artistes. Parce que quand j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que l'attractivité du rural pour les artistes, elle est aussi par le fait que il y a moins de concurrence pour diffuser dans le milieu rural ou les villes moyennes ou des petites villes que dans les grandes villes. Donc c'est aussi un facteur d'attractivité. Mais si tout le monde se retrouve dans le Luberon au même moment l'été, on a à peu près le même phénomène. Donc aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, mais on se rend compte qu'il y a aussi des installations dans des territoires ruraux qui peuvent ne pas sembler a priori comme ça aujourd'hui, avec un grand déclic ou faire rêver. Par exemple, j'ai vu une troupe qui s'est installée à Sedan, ville moyenne, qui est pas dans les Ardennes, hein, ça ne passe pas forcément toujours attractif, mais justement, elle est seule. Et puis elle a des aides. On va trouver aussi des installations d'artistes. Je pense à par exemple celui qui était célèbre dans la Nièvre et qui avait créé la camionnette culturelle, donc très innovant. Hein. On va avoir aussi aujourd'hui des artistes qui vont s'installer en Haute-Marne par exemple parce que le bâti patrimonial n'est pas très cher, ou je peux vous citer des artistes qui s'installent à Hauteville en rachetant un site pas cher, et il y a plusieurs qui leur permet de créer dans ce lieu, puis on n'est pas très loin. Donc, qualité perçue des territoires, oui, mais dans certains cas aussi, essayer de trouver des interstices encore, où peut-être c'est pas cher et où peut-être on peut faire des choses, où on sera écouté aussi des collectivités territoriales ou des acteurs en répondant à des besoins d'autres acteurs. Donc, territorialisation des activités culturelles, eh bien, on peut parler aussi, on a beaucoup parlé en ville de territoires créatifs, de villes créatives avec Florida remis en cause après, etc. Et des territoires créatifs, on peut en trouver aussi en milieu rural. Donc il y a l'exemple du dynamisme breton, qui est important avec beaucoup surtout autour de la musique, mais pas seulement. Donc un vrai dynamisme en milieu rural, y compris à l'intérieur même de zones rurales, de la Bretagne intérieure, hein. Autour aussi, par exemple, du festival des grandes charrues, des vieilles charrues, pardon, qui a permis de créer dans ce bourg ensuite des équipements culturels, des activités à l'année, tout un travail sur la langue bretonne aussi, en mêlant culture régionale et culture. Voilà, donc on a des formes de dynamisme, on peut dire là, qui est aussi très lié peut-être à une forte dynamique d'une culture régionale, hein, d'une valorisation d'une culture régionale. Et puis, à un moment, j'avais étudié le Val-de-Drôme en lien avec Trans-Express, mais pas seulement. Et on voyait que dans ce territoire, où il y a eu des néo-ruraux qui sont installés, des mouvements militants, des MJC en milieu rural, etc., un lieu attractif aussi d'une façon résidentielle, eh bien, une forte densité de personnes qui relèvent du statut culturel en termes d'emploi. À un moment, il y a quelques années, on avait recensé à peu près 300 emplois en lien
Après, aussi ceux qui font porteurs de services aux acteurs culturels, donc des associations de services à la culture. Donc ça faisait une sorte de petit pôle, un territoire quoi, créatif, mais avec diffusion, acteurs culturels qui résident, vivent sur ce territoire et qui pouvaient être attractifs. Et puis, on peut discuter l'idée de pôle de développement aussi, autour peut-être d'une commune ou d'une action. Alors, je peux vous citer, si on reste toujours dans nos territoires un peu ruraux, un peu rêvés peut-être, l'USA, qui est souvent cité comme exemple en Ardèche, autour où il y a eu la création à un moment donné d'un festival du film documentaire, et aujourd'hui où il y a installation, création d'entreprises pour le festival, enfin pour créer des films documentaires, etc., qui est devenu un haut lieu du film documentaire, avec donc création d'entreprises, d'emplois dans ce territoire et diffusion et ensuite dynamique autour. On est dans un phénomène de pôle et d'attractivité d'une certaine façon. Et puis, on pourrait citer aussi, moins convenu peut-être, ce qu'on a appelé, à Écureuil, en Haute-Marne, tout près du département aussi de l'Aube. Donc, on est dans de la très faible densité aussi. On n'est pas forcément dans un département qui fait rêver et attractif. C'est aussi le département où ont été faits une partie des enquêtes de Benoît Coquart sur ceux qui partent et ceux qui restent. Donc vous voyez que c'était pas avec une image complètement positive. Mais à Écureuil, il y a un lieu où il y a un patrimoine architectural, une vieille usine, et puis la volonté autour de ce lieu, avec des financements importants qui sont liés aussi à des aménagements comme le centre de fouissement de Bure, par exemple, quelques financements publics qui peuvent aider, mais créer un pôle patrimonial, un pôle culturel, un pôle de recyclage, un lieu aussi de recherche au départ, mais je ne sais pas si ça a bien vraiment fonctionné, de recherche sur les potentialités des orties, donc avec un lieu de recherche, et autour des acteurs, des artistes qui ont pu s'installer, qui créent aussi des stages de relaxation, de yoga, de ce que vous voulez, de bien-être, parce que on a de l'immobilier pas cher, on est dans de la faible densité, on est dans du rural, loin de tout. Loin de tout, pas complètement, mais voilà. Donc, qui peut attirer aussi pour des stages. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, comme je l'ai pas trop dit tout à l'heure aussi, avec les artistes qui s'installent ou les artisans d'art, c'est qu'ils peuvent aussi complémenter leurs revenus par des stages qui en direction de touristes, qui peuvent faire venir des personnes. J'avais vu aussi dans le Val-de-Drôme une danseuse qui avait créé donc elle-même un parquet, enfin un lieu dans son ancienne ferme pour pouvoir aussi faire des stages de danse en direction des enfants, d'adultes, etc. Donc c'est tout à fait des compléments de revenus et qui peuvent générer aussi des formes de tourisme en milieu rural. Et puis des stages aussi en direction des habitants, de poterie, de sculpture, donc contribuant aussi à favoriser les pratiques amateurs dans les territoires ruraux. Donc on voit des dynamiques qui peuvent se faire. Donc, je reviendrai sur une petite question qui est presque inutile. Est-ce que la culture, c'est une façon de distinguer l'urbain du rural ? Si on reste dans l'idée de vouloir distinguer l'urbain du rural, même si depuis
plusieurs séances, je vous dis qu'on est dans des phénomènes reliés, que vous l'avez bien vu, qu'avec la culture, on est totalement dans ces phénomènes de lien. Eh bien, peut-être, oui, en termes d'équipement, de nombre d'équipements, de taille des équipements, peut-être, oui, sûrement. Peut-être une plus grande valorisation d'une culture anthropologique ou du patrimoine en milieu rural, encore que aujourd'hui on est de plus en plus d'actions valorisant le patrimoine aussi, même dans les métropoles, y compris à caractère anthropologique. Donc à discuter. En termes de pratique, c'est aussi quelque chose qu'on invoque très fréquemment, mais là, je pense qu'on n'a pas encore les outils pour vraiment le mesurer et que la question des mobilités se pose. On peut pratiquer aussi en ville. Quels besoins? C'est quoi aussi les besoins en termes culturels en milieu rural? Ou quelle représentation se fait de la culture qui peut être différente aussi? Donc ça reste à creuser. Il reste malgré tout que effectivement, pour se rendre à un cours de musique ou pour se rendre à un spectacle ou à même du cinéma, même s'il est itinérant, eh bien, se pose toujours un peu la question de la mobilité. Comment on y va et comment peut-être aussi réfléchir à des mobilités douces, on l'avait un peu évoqué, ou d'autres types de mobilité pour se rendre à des activités culturelles. Et donc voilà, ma séance n'était pas en moitié-moitié, mais ça fait 2 séances culture et je calerai pour la dernière séance avec ce que j'ai préparé, donc pour demain. Voilà, merci.